Très bien. D'abord, merci d'être venu. Moi aussi, c'est toujours un plaisir de venir à Magnews, parce qu'on y retrouve des amis, puis public important chaque fois, hein. Des personnes au moins, et puis même un condisciple d'une classe de quatrième, une classe de quatrième fantastique du lycée Arao, on a les appelés 60, même c'est 4. Voilà, donc voilà, c'est évidemment un plaisir de voir ça. Alors, nous allons reprendre l'histoire de la Catalogne à la fin du XVIIe siècle. Peut-être s'il y en a, si vous n'étiez pas là la première fois, je vais faire un résumé très rapide, hein, pour ne pas commencer, si vous voulez, un peu sans qu'on sache trop qu'est-ce que c'est que la Catalogne. Hein. Voilà, parce que la Catalogne souffre, parce que c'est pas l'État, elle souffre, si vous voulez, d'une méconnaissance de son histoire, de ses caractéristiques, et c'est encore plus, je dirais, embêtant, parce que très souvent, ce qui véhicule l'histoire de la Catalogne, c'est des gens qui forcément ne l'aiment pas ou ne voudraient pas qu'elle existe. Hein, voilà. Et donc, automatiquement, on a souvent des informations qui sont très éloignées de la réalité. Hein, voilà, donc c'est pour ça que c'est, je crois, qu'il est bon, en tout cas, moi c'est un peu ce que j'essaie de faire, hein, d'autant plus qu'en ce moment, il y a évidemment des informations que vous connaissez, des personnes qui viennent d'avoir une doute, c'est pas du tout une amnistie, rien du tout. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant pour nous de savoir, je crois. Après, chacun peut se faire son idée, mais il est intéressant d'avoir des informations qui sont plutôt objectives, hein, je pense, pour se faire une idée. Voilà. Alors, la Catalogne, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un espace très réduit, avec finalement assez peu de, je dirais, d'atouts. Hein. D'atouts, c'est... Il y a la mer, c'est vrai, mais pendant longtemps, c'est la mer Méditerranée qui ouvrait sur le monde de l'époque. Il y a énormément de montagnes, vous voyez, peu de plaines. Et pourtant c'est actuellement une des régions les plus dynamiques d'Europe. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui s'est produit entre cet espace, avec peu d'atouts, et des hommes qui en ont fait un espace extrêmement dynamique. Ce qui explique aussi leur volonté politique de s'émanciper. Vous voyez, c'est pas... alors, voilà, donc, en gros, c'est un espace très peuplé, où avec, il y a aussi une forme de déséquilibre. Vous voyez bien que la population se trouve essentiellement à la fois le long de la mer, hein, bien sûr, et le long des fleuves. Il y a des fleuves en Catalogne qui sont liés évidemment aux Pyrénées, hein, comme nous, la Tête, la Vie, le Tête. C'est ces fleuves-là qui irriguent dans tous les sens du terme. Chez nous, sans les fleuves, c'est le désert, mais sans les Pyrénées. Et la Catalogne, ce serait aussi un petit peu la même chose. Entre la Tramontane et la sécheresse, ces fleuves, donc, les Pyrénées irriguent un petit peu, et les Pyrénées sont quelque chose de considéré comme mythique en Catalogne. Chez nous, le Canigou, et en général, dans toute la Catalogne. Vous voyez bien ces traces de fleuves-là, c'est tout. Comme je vous disais, pendant très longtemps, l'histoire de la Catalogne n'est pas connue d'historiens espagnols, ou d'historiens catalans n'avaient pas le droit, si vous voulez. Hein. Et donc, il y a eu des historiens français prestigieux qui ont travaillé et qui ont fait connaître l'histoire de la Catalogne. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une histoire extrêmement intéressante, hein. C'est une région très dynamique au Moyen-Âge, etc. Mais aussi, c'est une région où il y a des archives remarquables. Les archives, par exemple, départementales à Perpignan sont remarquables. L'administration de l'État catalan était remarquable. Et les archives de la couronne d'Aragon à Barcelone, elles sont situées à l'ancienne palais comtal. Allez les voir, vous allez voir, c'est des archives extraordinaires, où il y a des choses extrêmement surprenantes et nouvelles à travailler. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis cette carte? Parce qu'en fait, la Catalogne va naître de la reconquête, de la première reconquête musulmane, sur les musulmans, qu'on appelle la reconquête carolingienne, parce qu'elle est initiée par Charles Martel, son fils et son petit-fils, Pépin le Bref et Charlemagne. Tout le monde sait, quand on a fait un petit peu d'histoire à l'école primaire, que Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Personne ne se demande par où il est passé. Comme s'il était arrivé à Poitiers, comme ça. Vous voyez, ça fait partie des choses quand même auxquelles il faut un peu penser.
On a du mal à imaginer que quand les Arabes arrivent à Poitiers, ils viennent de se constituer un empire qui va de Poitiers à l'Himalaya. Vous voyez, ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Cet empire est dirigé par des califes à Damas puis à Bagdad, et c'est un empire extrêmement puissant. Nous sommes au IXe siècle. Cet empire, si vous voulez, 732, Charles Martel, 800, en gros, Charlemagne. Et Charlemagne va, suite à son père, Pépin le Bref, son grand-père, Charles Martel, va continuer à repousser les Arabes jusqu'à Barcelone, pas plus loin. Et la principale bataille, qui n'est jamais mentionnée dans les livres, c'est pas à Poitiers, c'est à Portel des Corbières, où, de Cordoue, les califes envoient une puissante armée musulmane qui est battue à Portel des Corbières. Et Charlemagne donc arrive ainsi à Barcelone, pas plus loin, Montserrat. Le mythe de Montserrat, c'est la frontière. Pendant encore 400 ans, entre le monde chrétien et le monde musulman. Et c'est cet espace très difficile à garder au départ, toujours en danger jusqu'à l'an 1000, à peu près, qui va constituer l'origine de la Catalogne. Voilà, hein. Donc ici, je pense que c'est intéressant de le voir. Regardez, n'est-ce pas, le califat omeyyade de Damas, jusqu'à Naples, et puis après, les conquêtes par les Carolingiens, ce qui va s'appeler la marche d'Espagne, hein, la frontière d'Espagne, et c'est cette partie sur la Méditerranée qui va être partagée en comté et qui va devenir la Catalogne. Je fais rapidement, hein, voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, on l'a vu la première fois. Et vous voyez bien que cette frontière, elle va rester là pendant très longtemps. Ce n'est que au XIIe siècle qu'un comte de Barcelone va réussir à aller jusqu'à l'Ebre. Donc entre 800 et 1200, 400 ans de frontières. Avec évidemment parfois des armées musulmanes qui remontent, par exemple en l'an 988, Barcelone est ravagée par un raid musulman. Voilà. 988, alors c'était intéressant parce que jusqu'à présent, les comtes catalans, qui étaient par moi, ils étaient comtes, ils avaient été nommés par les Carolingiens, par les rois carolingiens. Ils étaient suzerains des rois carolingiens. Bien sûr. Hein? Eh bien, en 988, ils s'appellent les rois qui ont succédé aux Carolingiens, ce sont les Capétiens. Ils ne viennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas venir, ils sont rois d'un tout petit État autour de l'île de France. Hein. Ils ne peuvent pas venir, et à ce moment-là, ils disent qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Et si vous voulez, le principe de l'autonomie ou de l'indépendance de la Catalogne vient d'une obligation à se défendre tout seul contre le puissant empire musulman. Ici. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Hein. Vous remarquez qu'à cette époque-là, l'Érida est toujours musulman. Valence, n'en parlons pas, puisque Valence, ça sera au XIIIe siècle. Vous voyez, hein, que Valence et les Baléares seront conquises. Voilà, je vous ai mis ceci parce que cette autonomie de la Catalogne, de fait, s'accompagne, si vous voulez, d'une évolution des institutions vers une forme de parlementarisme extrêmement évoluée pour l'époque. C'est-à-dire, on a besoin de tout le monde, et donc on va consulter les gens. C'est la naissance du parlementarisme catalan, très rapidement de la Généralitat de Catalogne. La Généralitat de Catalogne, ça ne date pas d'hier, ça date du XIVe siècle. Vous voyez? Voilà. Donc, et ici, ce que je vous montrais là, c'est le parlement de quelqu'un qu'on connaît bien. Et c'est Jacques Ier dit le conquérant, celui qui va créer le royaume de Majorque, celui qui va faire construire en partie, commencer à construire le palais du roi de Majorque, si vous voulez, ce Jacques Ier, dit le conquérant, si vous voulez, il va mourir à la fin du XIIIe siècle, et bien il va faire la conquête du royaume de Valence, du royaume de Murcie et des Baléares. Et voilà pourquoi, si on parle catalan, voilà pourquoi en Baléares on parle catalan. Ce sont des régions qui sont restées musulmanes
jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Voilà. Vous voyez, hein, tout ça, c'est très intéressant. Si vous allez à Valence, quand vous avez, si un jour vous êtes allé à Valence, vous traversez des villages qui s'appellent Benimamet, Benicarlo, hein, etc., etc. Vous voyez, quand vous êtes dans la partie nord de la Catalogne, vous n'avez pas ce genre de village avec des noms. Vous voyez. Alors souvent, on ne s'en rend pas compte de ça, et c'est dommage. Regardez, la Générale de Catalogne a été créée aux Corts de Cerbère. Les Corts, c'est la cour, c'est le Parlement. Cortes en espagnol, Corts en catalan. Voilà. Donc en 1359, Pérangé de Cory a fait le premier président. On en est au 131e président actuellement, malgré les aléas, si vous voulez. Alors, je passe vite. Quand nous sommes au XVe siècle, si vous voulez, le comte de Barcelone, roi d'Aragon, entre-temps ils sont devenus rois d'Aragon par mariage, hein, c'est Ferdinand. Ferdinand qui est le catholique, et il va se marier avec Isabelle de Castille. Voilà. Alors c'est, si vous voulez, quelque chose qui préfigure ce que sera l'Espagne. Préfigure parce que jusqu'à ce moment-là, chacun va rester autonome. Et il leur arrive à ces deux-là, en 1492, c'est une année, vous savez, des années il ne se passe rien, des années il se passait le Covid. Là, 1492, c'est une année clé de l'histoire du monde. Si vous voulez. Ça commence en janvier, Ferdinand le catholique, avec des gens de Banyuls, de Port-Vendre, et d'autres, et de Coignure, fait la conquête de la dernière partie des royaumes musulmans d'Espagne, fait la conquête de Grenade. C'est lui qui fait la conquête de Grenade. C'est le roi de Catalogne, enfin, le comte de Barcelone, roi d'Aragon. Et donc c'est fini, les musulmans en Espagne, de la puissance, certains restent, on les oblige à se convertir, d'autres partent au Maroc, en particulier ce qu'est le Maroc, par exemple, ou ailleurs. Hein, voilà. Ça, c'est le début de l'année. Un peu plus loin, et ça, voilà, ça commence des gros problèmes de l'Espagne, puisqu'on a chassé les musulmans, on va chasser aussi les juifs. Et on prend un décret pour chasser les juifs d'Espagne. Et c'est là où on commence à voir le côté prenant, dominateur de cette église espagnole qui va imposer, si vous voulez, une vision unique du monde. C'est pas fini. Le franquisme est un avatar de ça. Le comportement de beaucoup de prêtres en Espagne à l'époque du franquisme est un avatar de ça. Pas de pluralité. Tout le monde fait la même chose. Si vous ne le faites pas, vous passez par l'Inquisition et alors on vous châtie. Ça sonne avec les politiques catalans. Ça résonne avec les politiques catalanes, si vous voulez. Hein, vous voyez. Et donc, troisième élément qui va encore plus, si vous voulez, donner raison à cette manière de voir les choses par une unique pensée, c'est que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb arrive en Amérique. Alors, je ne dis pas découvrir, parce que moi j'ai vécu au Mexique. Quand vous dites ça aux latino-américains, ils deviennent fous. Ils disent, on existait. Donc, on n'avait pas besoin d'être découvert. On a été saccagé, mais pas découvert. Vous voyez, hein? Ça, c'est une vision purement européenne des choses. Voilà, donc moi j'ai travaillé plusieurs années au Mexique, donc c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans toute l'Amérique latine. Alors, l'Espagne devient... l'Espagne, je ne sais pas si encore on peut dire l'Espagne, mais cet État devient l'État le plus puissant du monde, avec une religion unique que tout le monde doit suivre. Et évidemment, là-dedans, la Catalogne va devoir s'aligner ou disparaître. Elle a toujours refusé de s'aligner, elle n'a pas disparu, mais elle va beaucoup souffrir, et son histoire en particulier. Voilà. Donc, et là maintenant, on va attaquer, si vous voulez, ce qui vous concernait. Il me semble que ce petit résumé, il n'était pas inutile. Alors, représentation du traité des Pyrénées, très beau tableau, hein, où l'on voit évidemment le jeune Louis XIV avec l'infante d'Espagne. Donc, là, ça c'est quelque chose qui était très intéressant parce que, en fait, l'État espagnol, qui est devenu au XVIIe très puissant, vous voulez, hein, va faire cadeau d'une partie de la Catalogne
à Louis XIV, mais avec plaisir, puisque affaiblir la Catalogne, c'était pour l'État espagnol quelque chose de très, très important. C'est un cadeau empoisonné, si vous voulez, pour la Catalogne. On va couper en deux la Catalogne. Il a dit ça, on peut vous le donner, parce que nous, ça nous embête. Ils nous embêtent, ces gens. Ça c'est... Il y a quelqu'un qui vient de faire une étude là-dessus, remarquable. Sur le traité des Pyrénées, on le voit bien ici. Voilà, donc c'est une représentation. Le traité des Pyrénées, j'ai vu avec contrat de mariage, évidemment. Bien sûr, c'était un peu la dot. Voilà. Et nous sommes au milieu du XVIIe siècle, on connaît l'histoire de Louis XIV, globalement. L'histoire espagnole est plus chaotique. Vous savez, c'est un pays, on vit sur l'Amérique. On ne fait pas grand-chose. En Espagne, on pille cet immense empire qui se sont taillés en Amérique et qui va depuis la Californie jusqu'à la Terre de Feu. Et là, on pille. Mais piller, ça va bien un moment. Après, ça devient plus compliqué. Et donc, ces rois d'Espagne, à la fin du XVIIe siècle, il y en a un qui meurt, le dernier meurt, il n'a aucun héritier. Et ça devient un problème. Qui va hériter de cet immense empire? Alors, il y a deux branches qui peuvent hériter, deux branches. L'une, c'est Louis XIV, qui est toujours pas mort, Louis XIV. Il va mourir en 1715. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec l'infante d'Espagne. Et l'autre, ce sont les Habsbourg d'Autriche, qui eux aussi sont apparentés avec, par mariage également, avec la couronne espagnole. Et là, qui c'est qui va avoir ça? Alors c'est un gros problème en Europe. D'abord parce que les deux royautés ont deux conceptions différentes. Louis XIV, c'est le pouvoir absolu. L'État, c'est moi. Il a organisé le pouvoir absolu total. Si vous voulez, avec le décorum de Versailles, etc. Tous les nobles contrôlés à Versailles. L'Empire d'Autriche, l'Empire des Habsbourg, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des Hongrois dedans, il y a des Tchèques, il y a des Italiens au nord, etc. Et donc vous avez une conception du pouvoir qui est beaucoup plus fédéraliste, on dirait maintenant. C'est un mot qu'il ne faut pas prononcer à ce moment-là. Vous voyez? Et donc là, en Espagne, on va se partager en deux. Ceux qui voient les choses de manière absolue vont vouloir que ce soit Louis XIV, en fait son petit-fils, parce que tous ses fils sont morts. Les autres vont vouloir que ce soit le fils de l'empereur d'Autriche. Les Anglais, ils ne veulent absolument pas que ce soit la France qui hérite de cet empire. Beaucoup de nations européennes non plus, en particulier toutes les nations protestantes, parce qu'ils savent ce qui se passe. Vous voyez? Et donc il y a une guerre qui commence, une guerre terrible, qui s'appelle la guerre de succession d'Espagne. Qui va gagner, on le sait, c'est les Bourbons qui sont toujours. Le roi qu'il y a maintenant, là, Philippe VI, c'est un descendant direct de Louis XIV, lui, direct. Vous voyez? Par l'intermédiaire de son petit-fils. Aussi qu'ils vont gagner, et ça va avoir des conséquences terribles qui se montrent encore aujourd'hui. D'abord, la France va sembler l'emporter. En fait, c'est une défaite terrible de la France. Le problème de la Révolution commence là. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, ni Louis XV ni Louis XVI ne pourront avoir des finances équilibrées. Vous voyez? Donc, cette guerre de succession d'Espagne, elle va avoir évidemment une conséquence pour ceux qui vont perdre, c'est-à-dire pour le Levant espagnol, qui lui est totalement hostile au pouvoir absolu, c'est-à-dire la Catalogne, Valence, toute la partie méditerranéenne de l'Espagne, qui elle s'était alliée avec l'empereur d'Autriche. Alors, deux ou trois images, bon, Louis XIV, vous le voyez, ça c'est l'empereur d'Autriche. Vous voyez que cette guerre, elle ne se déroule pas qu'en Catalogne, qu'en Espagne. Elle va se dérouler partout. Partout, vous avez des combats. Pendant une quinzaine d'années, partout vous avez des combats, bien sûr, et vous voyez un petit peu les belligérants, royaume de France, d'Espagne, l'électorat de Bavière, catholique, la Bavière. En Allemagne, c'était en deux,
Rappelez-vous, l'avant-dernier pape était un Allemand, il n'était pas du Nord, hein. Il était de Bavière. L'électorat de Cologne, là aussi, des catholiques. Et de l'autre côté, tous ceux qui sont plus ou moins, si vous voulez, soit contre la France, ils se sentent menacés, soit parce qu'ils sont protestants. Voilà. Et ceux qui tirent les ficelles de ça, ce sont les Anglais. Ceux qui vont gagner cette histoire, ce sont les Anglais. À partir de la guerre de succession d'Espagne, le monde appartient aux Anglais. Alors que dans les livres, on vous dit que la France a gagné. Vous voyez? Et vous allez voir pourquoi. Dans un premier temps, les Anglais soutiennent la Catalogne, Valencia, tous ceux qui sont pour l'empereur d'Autriche. Sauf que, au bout d'un moment, les Anglais, pour arrêter la guerre, ils ont une idée anglaise, formidable. Ils vont dire, écoutez, nous, si Louis XIV nous promet que nous ne ferons jamais alliance avec l'Espagne, et si vous nous faites un cadeau, faites ce que vous voulez. Ça nous est égal que le petit-fils de Louis XIV soit le roi d'Espagne. Ça s'appelle le traité d'Utrecht. Tout le monde signe parce que tout le monde en a marre, il n'y a pas de sous pour faire la guerre. Aussi, vous savez quel est le cadeau de l'Angleterre? Ils l'ont toujours, hein? C'est Gibraltar. Voilà. Avec ça, l'Angleterre contrôle la Méditerranée. Peu importe. Et il y a une assurance que jamais la France et l'Espagne ne deviendront un seul pays. Sinon, il y a la guerre de nouveau. Et ni Louis XV, ni Louis XVI n'ont les moyens d'assurer ça et d'assurer une éventuelle guerre. Gibraltar, c'est le contrôle de la Méditerranée, c'est le contrôle de tout le commerce, finalement, qui commence. Et, si vous voulez, c'est le contrôle aussi des navires espagnols qui, partis de Séville, vont en Amérique. Donc c'est fini de la puissance de l'Espagne. Et la mer appartient maintenant aux Anglais. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Par contre, les Catalans, eux, grandes victimes. Pas les Catalans, mais les Valenciens, les Catalans, etc. Comme il n'y a plus les Anglais pour les défendre, l'armée française va venir à bout petit à petit, d'abord de Valencia et puis de Barcelone. Le 11 septembre 1714, Barcelone tombe aux mains de l'armée de Louis XIV. Oui. Hein? Voilà. Et c'est pour ça que le 11 septembre, c'est la fête nationale de la Catalogne. Hein? Donc vous avez ici l'armée française déployée, là, on montre le siège. Là, c'est une photo du siège de Barcelone qui a duré très longtemps. Le général Moragas qui a été capturé et dont la tête est restée 30 ans accrochée à une porte de Barcelone. Vous voyez donc le côté châtiment, permanence, qui correspond à cet état d'esprit inquisitorial, hein, donc, que l'on trouve là. Voilà. Rafael Casanova, qui lui va s'échapper, qui est en fait le maire de Barcelone, le président du Conseil des Cent. Vous avez à Barcelone une grande avenue qui s'appelle Avinguda Consell dels Cents. Barcelone était une ville extrêmement démocratique avant l'arrivée du roi Bourbon, puisqu'elle était dirigée par 100 notables qui changeaient chaque année, qui étaient élus et qui faisaient un conseil de 100 avec un maire. C'était le maire de l'époque, Rafael Casanova. Et ce Rafael Casanova, tous les 11 septembre, les principales partis, bon, j'ai laissé le téléphone allumé, donc les principaux partis, les principales associations portent un bouquet sur le monument à Rafael Casanova, donc il est ici, voilà. Hein. Alors tout de suite, ce qu'ils font, on va calquer les constitutions espagnoles sur la constitution française, c'est-à-dire le roi c'est lui qui décide de tout. Et évidemment, en Catalogne, on change ces droits et usages parlementaires que la Catalogne avait obtenus depuis, avait gagné ou avait voulu même plutôt depuis le Moyen-Âge. Voilà. Donc 1714, donc, Real Audience, ça s'appelle le décret de Nova Planta, c'est-à-dire nouvelle organisation pour la Catalogne. C'est le début de je dirais, du principe de soumission, hein, donc forcée de la Catalogne à des principes qui ne sont pas les siens. Voilà. Avec évidemment une répression brutale. Hein. Là, ici, tous les endroits où les villages ont été brûlés, hein, parce qu'il y a une résistance très importante
qui s'organisent. Hein. Donc, voilà, ici, c'est un nombre de villages qui ont été... La langue, évidemment, devient interdite. Alors, vous voyez, cette idée qui est une idée quand même très française, hein, que tout le monde ne peut parler qu'une seule langue. Et ça aussi, on peut s'interroger dans le monde actuel. Vous voyez, hein, si on parle d'autres langues, on parle mal sa propre langue. C'est exactement l'inverse. Vous voyez, tous les linguistes vous le diront. Là, c'est ça. Hein, on ne peut parler qu'une langue, et donc la langue catalane va être, si vous voulez, poursuivie sauvagement. Et regardez ici, Philippe V de Bourbon, alors intéressant quand même, parce que celui d'aujourd'hui s'appelle Philippe VI. Vous savez qui a choisi son prénom? Franco. Et donc, Franco le met dans la lignée du premier roi Bourbon, si vous voulez, celui qui a commencé, si vous voulez, à soumettre la Catalogne. C'est intéressant, hein, ça. C'est pas par hasard, c'est pas une imagination, c'est écrit. Hein. Les livres s'appelaient Philippe. Alors, ce Philippe V qui est le petit-fils de Louis XIV. Tout le monde est mort dans la famille de Louis XIV, sauf un petit-fils ou deux, hein, un qui va devenir Louis XV et l'autre qui est tout petit. Hein. Louis XV, lui, c'est l'enfant, il aura une régence. Celui-là, donc il dit que les écoles ne se permettent pas de livre en langue catalane, ni écrire, ni parler dans cette langue, dans les écoles, et que la doctrine chrétienne ne soit apprise qu'en castellan. Voilà. Imaginez, c'est un monde rural, la Catalogne à ce moment-là, bien sûr, très très peu de gens parlent le castillan, et on va les obliger à le faire. Voilà. Donc la ville de Barcelone, telle qu'elle était au Moyen-Âge, donc ce que vous voyez là, c'est le premier rempart, c'est la Rambla au milieu, le Raval, de l'autre côté du Val, ce qu'on appelle le faubourg en France, ou le Raval, de l'autre côté du Val, c'est du fossé, et Citadelle, la vieille ville, qu'on appelle par les gothiques maintenant, etc. Et les citadelles, non pas pour défendre la ville, elle existe la citadelle défendre la ville, c'est Montjuïc, pour surveiller la ville. Voilà. Hein, donc pour surveiller la ville, cette citadelle qui sera construite tout de suite après, 1714, en détruisant une grande partie de ce qu'on appelle le quartier maritime. Hein. Et vous allez voir, regardez la citadelle, là, voilà, Montjuïc, derrière, il y a une autre citadelle qui elle, est là pour défendre la ville. Là, c'est pour surveiller la ville. Voilà. Et cette citadelle, on l'a retrouvée, enfin la citadelle, cette vieille, la ville démolie par les Bourbons au début du XVIIIe siècle, on l'a retrouvée sur un marché du XIXe, au moment où on voulait transformer ce marché en bibliothèque. On l'a découvert, une sorte de Pompéi du début du XVIIIe, la ville détruite par l'armée française. Voilà, ça s'appelle le Marca del Born, je vous recommande d'y aller, le Born, c'est la limite. Hein. Voilà, je vous recommande d'y aller, c'est vraiment extraordinaire. Alors plutôt que de faire une bibliothèque, ils en ont fait une sorte de vision de la Barcelone du début du XVIIIe. Voilà, les rues. Hein. Alors on trouve les maisons aussi à qui elles étaient, parce que tout ça a été archivé. Voilà, c'est un endroit qui est vraiment très, très intéressant à voir. Et puis vous avez juste à côté une flamme qui brûle tout le temps, qui est celle des défenseurs de la ville de Barcelone en 1714. Voilà, à côté de cette église qui est la plus belle de Barcelone, Santa Maria del Mar. Voilà. Et c'est une église dont la construction a été racontée sous forme de roman, un roman très, très intéressant qui s'appelle La cathédrale de la mer. Voilà, hein, et qui est un roman que je vous recommande de lire. C'est quelque chose qui date déjà d'une vingtaine d'années. Voilà. Le 18e catalan, ben, la Catalogne est soumise, si vous voulez. Hein. D'autant plus que les Catalans n'ont pas trop le droit d'aller en Amérique. Hein. On réserve ça aux Hidalgo espagnols hein, qui vont s'enrichir là-bas. Et donc la Catalogne est consultée au XVIIIe siècle. Et finalement est plus ou moins dans l'orbite de l'Espagne et va avoir du mal à exister en tant que tel et même économiquement. Par contre, ce qui va le caractériser, pas uniquement la Catalogne, c'est le baroque. Alors, pourquoi c'est le baroque en Catalogne? Alors, chez nous, il y en a partout, c'est pareil. Hein. Même si à ce moment-là, on est en France, si vous voulez, c'est la même chose. C'est toujours la Catalogne. Alors, le baroque, c'est quoi? Le baroque, c'est la réponse des catholiques
à la réforme protestante. C'est issu du Concile de Trente, qui a duré 30 ans aussi, mais c'est pas pour ça, c'est dans la ville de Trente, où on ne sait pas comment réagir face au succès qu'obtiennent les protestants un petit peu partout. Et donc, à un moment donné, alors que les protestants demandent la simplicité, on va choisir de faire le contraire. On va choisir de théâtraliser la religion catholique. Et on va mettre du baroque partout où il ne faut pas que les protestants rentrent. Le baroque, si vous voulez, c'est une barrière idéologique aux idées du protestant. On va les trouver en Bavière, évidemment. On va les trouver en Tchéquie, évidemment. On va le trouver en Catalogne, évidemment. C'est la frontière. Il y a les protestants dans les Cévennes. Hein. Il y a beaucoup qui sont morts, parce que Louis XIV s'en est occupé, ou ils sont partis en Hollande, ou en Afrique du Sud. Mais il faut faire une barrière idéologique. Et le baroque, on va dépenser des sommes folles pour mettre du baroque partout. Ce baroque, on va aussi le transporter en Amérique latine, évidemment. Voilà pourquoi il y a 1, 2, 3, 4, 5, parfois plus, rétables baroques ici, dans les églises. Vous voyez, hein, c'est ça. Donc voilà Cadaqués, j'ai pris Cadaqués, on a le droit de Coïton, bien sûr. Magnifique. Alors pourquoi Cadaqués? Parce qu'il a une histoire. Celui-là, il a été sauvé de l'incendie que voulaient mettre les anarchistes au début de la guerre civile, en août 1936, qui sont arrivés par bateau, et les gens de Cadaqués, qui n'étaient pas du tout favorables au Franco, ont quand même tenu à protéger ce retable. Ils avaient construit un mur devant. Voilà. Et donc il n'a jamais été détruit. Par contre, de très nombreux retables ont été détruits en Catalogne pendant la guerre civile. Et ici, non, hein, bien sûr, puisque la guerre civile, heureusement, elle ne nous a pas touchés, hein, du moins sur ce plan-là. Voilà. Alors, on traverse comme ça le 18e, et puis on arrive à une période, la période révolutionnaire, où la Catalogne va devenir aussi, rentrer un petit peu dans l'actualité, parce que se passe-t-il à partir de 1793, quand le roi est condamné à mort et exécuté? Eh bien, les royaumes autour de la France se fédèrent pour attaquer la France. C'est les princes allemands, c'est les rois de Bavière, c'est évidemment le roi d'Espagne, le roi de Portugal. Et donc, ils vont en même temps essayer d'envahir la France. C'est là qu'arrivent aux armes citoyens, si vous voulez, hein. La République va y répondre par l'appel aux citoyens. Hein, voilà, donc c'est la Marseillaise, et ça va marcher, petit à petit. Alors on connaît la bataille de Valmy, oui, et toujours pareil, il y a une forme de centralisme. Ici, il y a des batailles terribles qui se sont produites, hein, contre l'armée espagnole, hein, voilà, et la bataille de Boulou, tout ça, c'est le Paille-Restort, Trouillas, etc. Hein, voilà, il y a même 2 généraux français qui sont morts là, 2 généraux espagnols, hein. Voilà, Dagobert et Dugommier sont enterrés au cimetière Saint-Martin. Hein, voilà. Donc, il y a ça. Et ça, évidemment, ça se passe essentiellement en Catalogne. La bataille du Boulou, qui est d'ailleurs marquée sur l'Arc de Triomphe. Hein, voilà. Puis, il se souvient, vous savez, Napoléon, coup d'État, la République est finie, place à l'Empire. Hein, Napoléon, c'est un coup d'État. Hein, voilà, c'est un militaire qui fait un coup d'État. Bravo, tout le monde fait. Bravo Napoléon, il y a une part de lumière et une part d'ombre. Napoléon, hein, voilà, l'histoire doit le traiter comme ça. Alors, Napoléon donc arrive, et Napoléon, il va à un moment donné placer un petit peu tout le monde, toute sa famille. Vous voyez, c'est intéressant, vous avez quelque chose, placer toute votre famille. Voilà. Donc, tous deviennent rois, quelque part. Hein, mais il y a la même une qui devient duchesse de Toscane, et il met son frère Joseph, roi d'Espagne. Voilà. Les Espagnols ne sont pas forcément contents, donc Napoléon est obligé d'envahir l'Espagne. Ravager, je dirais, ravager, voilà, hein, l'Espagne. Et Goya peint 2 tableaux fantastiques, si vous voulez, il n'y a rien à dire. Le 12 de maille ou le 13 de maille. Hein. 12 de maille, c'est la révolte des Espagnols contre l'armée napoléonienne, et le 13 de maille, c'est la répression brutale de Napoléon. Voilà, ça suffit parfois, les tableaux, vous voyez, hein, pour comprendre. Voilà, donc ça c'est la répression
Joseph Bonaparte. Et par contre, Napoléon, il connaît l'histoire. Alors, il y en a qui connaissent l'histoire chez Napoléon. Napoléon, il s'est entouré des savants, des historiens, les Champollion, etc. Oui. Et il y en a un qui connaît bien l'histoire de la Catalogne. Il dit la Catalogne, c'est pas l'Espagne. La Catalogne, elle a été créée par l'intervention des rois, qui sont maintenant, qui étaient rois, de ceux qui est maintenant la France. C'était pas la France à l'époque de Charlemagne. Et donc Napoléon dit, on va la transformer en département. Ça aussi, personne ne le sait. Et la Catalogne devient, à l'époque de Napoléon, 4 départements français. Voilà. Hein? Donc, les départements, les voilà, le Segre, le Ter, Montserrat et les Bouches de l'Èbre, les Bocaux de l'Èbre, avec des préfets. Avec des préfets, Napoléon même négocie. Il dit d'accord, vous pourrez parler catalan à condition de parler aussi français, vous voyez? Voilà. Hein? Donc, voilà, la Gazette de Girona. Hein? Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, si vous voulez. Même y compris en leur promettant une forme de, pas d'indépendance, mais une forme d'autonomie. Les Catalans s'opposeront. À tout moment, il y aura quelques éléments dans la bourgeoisie, toujours pareil, qui essaieront de collaborer, on pourrait dire, oui. Hein. Globalement, non. Hein, il y a un refus, il y aura des batailles, il y aura énormément d'incidents, je ne veux pas vous les raconter. Et Napoléon, le premier échec de Napoléon, c'est en Espagne. Hein, et en particulier en Catalogne. À Girona, chaque année, ils font ce qu'ils appellent la guerre dans Frances. Hein, et ils miment, si vous voulez, la bataille que Napoléon a perdue à Girona, donc dans un jardin de Girona. Voilà, c'est intéressant à voir, c'est relativement folklorique, mais c'est intéressant à voir comment ça a marqué. Pourquoi ça a marqué? Parce que, comme partout, l'armée de Napoléon s'en est pris aux habitants, mais aussi aux constructions du monuments. Vous voyez, hein, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été démolies, pulvérisées par l'armée napoléonienne, et ça reste encore dans les mémoires, quand vous parlez avec des historiens catalans ou espagnols. Et voilà, alors donc Napoléon parti, on remet le roi, une espèce de roi fantoche qui revient, si vous voulez, et commence à ce moment-là une période qui va être une période terrible pour l'Espagne. Pour la Catalogne aussi d'ailleurs, sauf que la Catalogne va réagir. Alors quelle est cette période? Eh bien, les idées de la Révolution française, la présence de Napoléon en Espagne, son frère, les bouleversements créés par l'Empire napoléonien font que les États, enfin les États, les gens, les peuples latino-américains vont petit à petit demander et obtenir leur indépendance. Les premiers qui se révoltent, ce sont les Mexicains, 1810. Alors, le Mexique va être créé comme pays. L'Espagne avait créé 2 entités, n'est-ce pas? La Nouvelle-Espagne et la Nouvelle-Castille. De ces entités vont naître un certain nombre de pays, pas toujours d'ailleurs qui correspondent à des ennemis hein, ou à des histoires de peuples, mais des pays en fonction de la révolte des gens qui se révoltent. Alors ceux qui se révoltent, ce n'est pas les Indiens, c'est les créoles, criollos, ceux qui ont été créés là-bas, les Espagnols qui sont nés là-bas, et qui ne se sentent plus du tout espagnols. Voilà. Hein? Donc les Indiens à ce moment-là, ils sont toujours d'ailleurs plutôt massacrés. Hein? Bien sûr, au Mexique, il va en rester. Maintenant, on laisse un petit peu tranquille, leur population se développe, mais jusque dans les années milieu du XXe siècle, ce n'était pas le cas. Voilà. Et donc, commence une période très très compliquée pour l'Espagne, où l'Espagne, au lieu de percevoir que le monde change, va s'ancrer dans cet empire mythique qu'il faut conserver à tout prix et qu'ils n'ont aucune chance de conserver. Ça va durer jusqu'à la guerre de Cuba en 1900. Voilà. L'Espagne va mettre une énergie perdue d'avance, si vous voulez, dans la conservation d'un monde qui est fini. Ouais. Voilà. Et donc, bien sûr que c'est un énorme problème pour l'Espagne, ça. Et en Espagne, vont se créer, si vous voulez, 2 mondes. 2 Espagnes
poète Alberti qui dit deux Espagnes, une d'elles m'a gelé le cœur. Quoi. Voilà. Hein. Ces deux Espagnes, elles naissent là. Elles existaient déjà, mais elles naissent là. Les libéraux, il y a des libéraux qui sont influencés par les idées des Lumières du XVIIIe, et puis ce qu'on appellera les carlistes, les futurs franquistes, ceux qui s'ancrent dans cette tradition et qui sont encadrés par cette église inquisitoriale. Hein, la plupart des prêtres, il y aura bien des prêtres libéraux, mais il vaut mieux qu'ils ne le disent pas, hein, parce qu'ils risquent gros. Voilà. Et donc, ces deux Espagnes, si vous voulez, vont tout au long du XIXe s'affronter durement, dans des guerres qu'on appelle les guerres carlistes. 3 guerres carlistes. La guerre civile, c'est la 4e guerre carliste, si vous voulez. Les carlistes, c'est une partie de ceux des franquistes, ce qu'on va appeler les requetes. Il se trouve que Franco, il a éliminé petit à petit, à son profit, toutes ces factions, si vous voulez, qui étaient très ancrées dans cette sorte de nationalisme fermé de l'Espagne du 19e. Voilà, alors ces guerres carlistes, elles ont eu lieu un peu partout. Si vous allez à Puigcerdà, vous avez une victoire, si vous voulez, contre les carlistes à Puigcerdà, sur la place avec un général. Vous voyez ça, ça ne durait pas. Et regardez ce qui se passe tout au long du 19e siècle. Hein. Voilà. Donc, d'abord la perte de la Dominique, de l'île de la Dominique au 18e, entre 1808 et 1923, le Paraguay, la Colombie, l'Équateur, etc., etc. Le Mexique, ça a été très dur parce qu'ils ont mis le paquet, les Espagnols, donc il y a eu énormément de combats, si vous voulez, le Pérou, voilà. Et ce qui fait que, quand on aborde le début du XXe siècle, l'Empire espagnol est terminé, les Espagnols ont du mal à l'accepter, encore maintenant d'ailleurs, hein, et l'Espagne, la Castille s'est vidée de son contenu et a oublié de prendre le train de la modernité, c'est-à-dire le train de la révolution industrielle. Entre-temps, la plupart des pays d'Europe se sont mis, plus ou moins rapidement, à la révolution industrielle, c'est-à-dire se sont mis dans la modernité du moment. Alors, il y a les guerres carlistes, hein. On dit voilà, les carlistes, donc, hein, ça évidemment c'est une critique du carlisme, bien sûr, hein. On voit des moutons quand à la fois ces gens traditionnalistes. Barcelone reste toujours la Barcelone du Moyen-Âge, hein. Voilà. La Barcelonnette, ici en bas, ce quartier, c'est les gens qui ont fui les destructions pour construire la citadelle, qui sont venus sur cet espace-là qu'on appelle maintenant la Barcelonnette, hein, donc qui est près du bord. Voilà. Et quand même, une région à l'Espagne va comprendre que le monde a changé, c'est la Catalogne. Au moment où on se bat partout, où toute l'énergie de la Castille passe à des luttes entre libéraux et traditionnalistes et des luttes pour conserver un empire perdu d'avance, il y a des esprits éclairés en Catalogne qui vont dire mais nous on va faire autre chose. On ne peut pas continuer comme ça, on va faire autre chose. Et cette autre chose c'est quoi? Eh bien c'est la révolution industrielle. Alors avec quoi? Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de fer, il n'y a pas grand-chose. Eh bien ils vont la faire avec l'eau. Ils vont créer, si vous voulez, des usines à vapeur à partir de l'eau des fleuves. Vous voyez? Voilà. Et avec ça, évidemment, ils ont la partie facile, puisque en Espagne, il n'y a rien. Ils vont être les fournisseurs, non seulement du reste de l'Espagne, mais aussi de l'Amérique latine. Et de là vont se construire des fortunes considérables. Quand vous voyez la Barcelone de la fin du 19e, quand il faut le payer, là on dit. Il faut payer ces maisons. Eh bien, c'est ça qui va permettre. Mais ça va avoir une conséquence globale très importante. Regardez ici, voilà, vous voyez, le long des fleuves vont s'installer comme ça ce qu'on appelle des colonias. Les colonias, c'est-à-dire des zones industrielles, avec un vapeur, fabriqué de la vapeur, et qui fait fonctionner souvent des ateliers de tissage, mais ça peut être aussi tout autre chose. Voilà. Ça entraîne également une révolution dans l'agriculture, etc. Et voilà la Barcelone
du milieu du XIXe siècle, où sur la ceinture de la ville, qui ne s'est pas encore agrandie, vous voyez un petit peu toute cette industrie qui s'est créée, la pollution, évidemment, vous voyez là, vous voyez le nombre de bateaux dans le port, et bien c'est ça qui va faire basculer la Catalogne dans quelque chose de différent par rapport au reste de l'Espagne. Voilà. Regardez. Voilà, ça nous sommes en pleine montagne. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez le voir. Ce sont des colonies, oui. Ils se chauffaient avec quoi? Chauffer avec quoi? Avec du bois à ce moment-là, bien sûr. Avec le bois, oui. Ou ils ne se chauffaient pas du tout, hein, parce qu'ils voulaient. Parce que. Par les machines. Ben oui, moi, vous savez, moi, chez moi, on se chauffait au bois. Hein. Mes parents étaient des petits paysans, et on s'est chauffé au bois. Hein. Enfin, je dis ça, en parenthèse, bois qu'on allait récupérer au bord de la rivière à la tête, pour l'avoir gratuitement, et après on a acheté un bol à mazout, et bon, voilà. Hein. Donc vous voyez, c'est quelque chose, donc ici, cette colonie-là, donc qui, et voilà, donc Barcelone devient une ville extrêmement importante, hein, qui dépasse même Madrid, en activité c'est évident, en population également, puisqu'elle va recueillir d'abord une émigration venue des Pyrénées, pas du tout d'Andalousie encore, hein, ni du reste de l'Espagne, mais si vous voulez, les villages des Pyrénées, ces villages des Pyrénées, de Cerdagne, ou des Pyrénées encore plus enfoncées, hein, encore plus éloignées, vont descendre, les jeunes vont descendre à Barcelone où ils trouvent du travail, évidemment. Hein, voilà. Alors évidemment que ça aussi, regardez, ça crée un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde des hidalgos espagnols, des petits nobles espagnols. Puisqu'en fait, à partir du moment où vous avez des usines qui emploient des milliers d'ouvriers, bien sûr que les idées sociales du 19e siècle pénètrent dans la Catalogne, alors qu'elles sont entièrement refusées en Espagne, et que même on n'y pense même pas. Vous avez, en Catalogne, évidemment, toutes les thèses socialistes, des socialistes utopiques français jusqu'aux anarchistes, si vous voulez, qui pénètrent dans la Catalogne et qui lui donnent cet aspect très très politisé qu'on va voir à partir des années 1850 par exemple, avec de très grands mouvements, un mouvement anarchiste extrêmement important qui va jouer un rôle pendant la guerre civile, n'est-ce pas, hein, un mouvement socialiste très très fort, si vous voulez, en Catalogne. Ça n'existe absolument pas en Espagne. C'est vu comme le diable dans le reste de la péninsule. Hein, voilà. La Catalogne est perçue par le reste des États de l'Europe comme un État extrêmement avancé. Et alors que vous avez des grandes expositions à Londres, à Berlin et à Paris, eh bien, on accorde une exposition de cette dimension à Barcelone. C'est la grande exposition de 1888, si vous voulez, qui est équivalente à celle qui a lieu dans les grandes capitales européennes. Elle se fait où? Eh bien, on dit, il nous faut nous trouver de la place. Alors, quelqu'un dit, la citadelle, elle ne nous intéresse pas. Démolissons-la pour l'exposition. On a l'argent pour le faire. On se débarrasse définitivement de la citadelle qui surveillait la ville. Il y a un parc maintenant, le parc de la citadelle. Hein, ça, il reste quelques bâtiments, dont un qui est symboliquement devenu le Parlement de Catalogne. À l'intérieur de la citadelle, qui était un lieu où se logeaient les gradés, c'est devenu le Parlement de Catalogne. Hein, voilà. Donc cette exposition de 88, elle est absolument remarquable, de jeunes architectes qui ont créé, qui sont allés à Londres, à Paris, à Berlin, un petit peu partout, parfois même aux États-Unis. Ils vont créer une école d'architecture catalane. Et là, vous commencez à voir d'où viennent Gaudi et tous les architectes modernistes. À ce moment-là, ils ont 20 ans. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et ils vont dire, on a de l'argent, on va inventer quelque chose. On va se mettre dans la modernité. On va inventer une architecture originale. C'est le modernisme. On connaît Gaudi, mais il y en a 200, 250 architectes modernistes. Très célèbres, une centaine. Vous voyez? Voilà. Et Gaudi, voilà, on lui donne son premier travail important, c'est de faire ce bâtiment pour
l'exposition de 1888. Alors vous voyez, déjà vous avez un désir de se distinguer. Hein, voilà. C'est le pavillon construit par Gaudi. C'est l'époque aussi où on met évidemment la statue de Colomb, hein, 1888. Un livre vous raconte tout ça. La Cité des prodiges, très très beau livre, hein. Magnifique. Eduardo Mendoza, il y a un film aussi. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur ce livre, lisez-le. Vous allez évidemment, je crois, beaucoup apprécier. Et vous savez, ces périodes où il y a une sorte de confluence dans les sociétés entre, depuis les mouvements sociaux jusqu'à l'organisation de l'économie par la bourgeoisie, en passant par la culture, c'est à ce moment-là qu'il se produit quelque chose de cohérent. Ça peut ressembler par exemple à l'époque des Médicis en Toscane. C'est ce qui va se passer en Catalogne. Et d'ailleurs très vite, les penseurs, les intellectuels catalans, ils vont le percevoir comme tel et ils vont le théoriser. Ils vont dire, c'est l'époque de la Renaissance. Voilà, nous sommes maintenant dans une époque de Renaissance. Renaissance de quoi? Du Moyen-Âge catalan, de l'époque de gloire, où la Catalogne était un État qui avait des comptoirs un petit peu partout en Méditerranée. Vous voyez? Juste une parenthèse. Vous avez peut-être entendu parler à Istanbul d'un club de foot, j'allais dire de rugby, un club de foot qui s'appelle Galatasaray. C'est un quartier d'Istanbul. Galatasaray, c'est Catalan Serai, le Serai des Catalans. Vous voyez? Ils avaient donc un comptoir là-bas, entre autres. Hein? Voilà. La Renaissance, c'est un journal, hein? Voilà, celui-là est de 1889, voilà, donc en catalan évidemment. Hein? Donc la Renaissance, et bien sûr, ils entrent aussi dans les grands mouvements intellectuels du 19e siècle, et en particulier dans le romantisme. Mais ils ne vont pas prendre le romantisme tel quel, comme le romantisme allemand ou le romantisme français, mais ils vont le transformer, si vous voulez, pour l'adapter à la société catalane. Voilà. De l'exaltation nationale, le romantisme c'est aussi ça. Voilà. Hein. Eh bien, ils vont faire une exaltation de l'histoire médiévale de la Catalogne. Gaudi disait, la seule manière d'être original, c'est de revenir à l'origine, avec les matériaux du moment. Donc, valorisation du patrimoine, les éléments nostalgiques dans la littérature, et évidemment, exaltation du paysage, etc. Voilà. Et évidemment, tout ça est pris en charge par la politique. Commencent à se créer des partis qu'on va qualifier de catalanisme. Vous voyez, la cohérence, ça commence par de l'économie, ça commence aussi par l'implication du peuple dans cette économie, soit à l'état exploité ou exploitant, parce que c'est pas quand même des bisounours non plus. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont durement exploités en Catalogne à ce moment-là. Voilà, les Pyrénéens, les gens de Cerdaigne ou ailleurs qui sont venus, ils travaillent pour pas grand-chose, pour des gens qui vont devenir extrêmement riches. Voilà, donc vous voyez, 1833 déjà. En même temps que les premières usines se créent, la Ligue régionaliste avec le journal La Voix de Catalogne, journal politique de qualité. Voilà. Et l'AMENS existe toujours. L'AMENS, c'est le futur, l'avenir. Ouais, ce journal existe toujours, littéraire, artistique et scientifique, avec ce désir de se mettre à jour de tout ce qui se fait dans le monde à ce moment-là. Voilà. Donc le catalanisme politique se développe, hein. Voilà, donc ça je passe deux personnages, et ça on les retrouve maintenant, ça c'est formidable comment il y a une continuité, c'est très étonnant. On va retrouver deux personnages clés, l'un à Barcelone, l'autre à Madrid. Le premier c'est Henri Prat de la Riva, vous voyez, qui va jouer un rôle clé, vous allez voir. Et le deuxième, c'est Francis Campo, qui lui à Madrid, et c'est quoi, en fait, si vous voulez, jusque peut-être il y a une dizaine d'années, l'objectif des Catalans, ce n'était pas l'indépendance, c'était de transformer l'Espagne, d'en faire un pays moderne, de liquider le passé impérial et le passé inquisitorial de l'Espagne. Voilà, ça a été, si vous voulez, le projet politique du catalanisme jusque il y a 10 ans, quand à ce moment-là, ils se sont aperçus que pour chaque fois qu'on essayait d'aller vers des progrès, ça leur a semblé impossible.
de réformer l'Espagne. Et il va dire, donc maintenant on peut partir. Pas tous, hein, une partie importante de la Catalogne. Et bien à ce moment-là, vous avez Prat de la Ribe qui développe cette idée en Catalogne, et Francesc Cambó, qui va être ministre espagnol à un moment donné, essaye de promouvoir une modernité que l'Espagne ne veut pas. Vous voyez? Voilà. C'est un échec, hein, pour eux, évidemment, hein, c'est un échec surtout de Francesc Cambó. Il s'appelle la nationalité catalane. Il part de principe, il dit l'Espagne c'est un État, mais pas une nation. Alors la nation c'est l'idée française, qui date de la Révolution. Avant la Révolution, le mot nation n'existe pas, c'est un État. L'État c'est moi, disait Louis XIV, c'est pas la nation, c'est moi. La nation c'est l'assemblée de citoyens. L'État c'est une assemblée de dominés par quelqu'un, vous voyez. Donc, Henri Prat de la Ribe dit quelque chose qui est très très juste. Hein. L'Espagne est un État, mais pas une nation. La Catalogne est une nation, mais pas un État. Voilà. Et donc il va dire, la nationalité catalane, c'est ça. Et donc il faut tendre vers ou avoir un État, ou transformer l'État espagnol. Voilà. Hein. Donc, alors, né, si vous voulez, toutes sortes de concepts hein, qu'on connaît moins, le non-scentisme. Hein, c'est-à-dire, eux, ils disent, voilà, maintenant nous sommes dans le 19e siècle, et donc c'est là-dessus qu'on doit se baser. Tout ce qui se passe ailleurs, ben, nous, on doit essayer de l'inclure à nous. Et des hommes vont émerger de ça, de grands capitaines d'industrie. Évidemment, celui-là, on le connaît bien, c'est Güell, parce qu'il a le parc Güell, hein, mais il y en a beaucoup, il y en a énormément. Alors, Güell, monsieur et madame Güell, n'est-ce pas, que vous voyez ici, ce sont des gens maintenant qu'on dirait, ils sont à la tête d'une multinationale, hein. Voilà, ils produisent pour toute l'Amérique latine, essentiellement d'ailleurs des tissus, hein, pas uniquement, mais voilà. Et évidemment, il est très très inspiré par tout ce qui se fait ailleurs, et va essayer de le créer à Barcelone. Et Güell, si vous voulez, ces gens-là, ils disent, comme on doit s'ancrer dans une identité, on va s'appuyer sur la culture pour ça. Ouais. Et donc ils font appel à des musiciens et surtout à des architectes. Pas que, parce que vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup d'autres artistes qui vont émerger de tout ça. Ouais. Et donc lui, ouais, il va s'appuyer sur Gaudi. Voilà. Il va apprécier ce que fait Gaudi. Gaudi, c'est celui qui peut-être va le plus loin dans le modernisme. Gaudi, c'est un moine, si vous voulez, laïque. Il est très croyant, c'est mystique, un peu Gaudi, hein, si vous voulez. Et lui, Gaudi, il dit, il faut revenir à cette origine, et il faut, nos racines, elles sont là, et il faut le faire dans un monde moderne, pas en retour en arrière, mais en prévoyant l'avenir. D'où la Sagrade Famille, il a dit, si ça se termine dans 200 ans, c'est pas grave, ça c'est l'œuvre du peuple catalan. Voilà. Et ils sont dans cet état d'esprit. Et Güell lui donne de l'argent pour faire ça. Voilà, hein, Güell lui donne de l'argent. Alors, cet argent, il ne le met pas que dans la Sagrade Famille, ça c'est un peu l'idée de Gaudi. Ils le mettent dans des constructions où ils vont s'inspirer des utopies socialistes du 19e siècle, comme les phalanstères ou des choses comme ça, vous voyez, et comme les thébaïdes. Et lui, il va construire des colonias, la colonia Güell, par exemple, qui est moins connue que le parc. D'ailleurs, le parc Güell devait être une colonie. Il va loin de Barcelone, parce que Barcelone est agité par des mouvements sociaux, du côté de là où il y a l'aéroport. Maintenant, je vous invite à aller voir. Et il crée, si vous voulez, sur une 60aine d'hectares, des usines, avec à côté le village, avec un théâtre, avec un hôpital et avec une église. Et c'est Gaudi qui fait l'architecte. Et il va, si vous voulez, faire le brouillon de la Sagrada Famille à la Colonia Güell. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y, c'est pas loin de l'aéroport, la Colonia Güell. Vous verrez comment, à la fin du 19e, au début du 20e, on pouvait concevoir un ensemble aussi complet avec 7 000 ou 8 000 ouvriers, des docteurs et des usines qui fonctionnaient pour le grand bénéfice de M. Güell et de sa femme. Voilà, ça c'est l'église de la Colonia Güell. Le parc Güell, c'est pareil. Güell lui dit voilà, on va faire un parc, si vous voulez, mais ce parc, ça sera des maisons. Il y aura une école, l'école elle y est toujours. Il y aura des maisons pour les ouvriers. Il y aura une sorte de village idéal avec une église, ça ne marchera pas. Parce que Güell a peur que dans Barcelone, les mouvements sociaux viennent perturber
le fonctionnement de ces activités. Voilà, alors le modernisme, il va rentrer dans toutes les dimensions. Évidemment, les maisons, la Casa Bagnot, Bagnot, autre très grand capitaine d'industrie. Un homme qui très vite a perçu l'intérêt de l'art roman en Catalogne, parce qu'ils traduisent, si vous voulez, cette idée que l'art roman est l'art constitutif de la Catalogne. Et c'est ça. Quand il a fallu rechristianiser la Catalogne, à partir du Xe siècle, il a fallu construire des églises partout, puisque les musulmans venaient de partir. Et on l'a fait dans un style, en allant chercher d'ailleurs des maçons italiens, qui deviendra le premier art roman. C'est pour ça qu'il y a des églises romanes partout ici. Parce qu'il fallait rechristianiser ce territoire. Et Bagnot, il va acheter tout ce qu'il peut pour constituer un musée, le musée national d'art de Catalogne, à Montjuïc. Allez-y le voir, la partie romane, c'est extraordinaire. C'est souvent des dotations de Bagnot, et vous avez un Christ qui s'appelle la Majestat de Bagnot, qu'on voit dans tous les livres sur l'art roman. Voilà. Mais quand je vous ai dit qu'il y a d'autres dimensions, il y a la dimension industrielle et agricole. Ça, c'est des caves coopératives bien avant les caves coopératives en France. Bien avant. Là, nous sommes en 1910. On va construire des coopératives oléicoles et vinicoles dans le sud de la Catalogne, pas en Empourdan, où il y avait déjà des structures économiques qui étaient plus dynamiques, du côté de Tarragone, dans ces zones-là, Priorat. On construit ce qu'ils appellent maintenant les cathédrales du vin, cathédrales d'Elvire. Voilà. Alors ça maintenant, pour le tourisme viticole et l'œnologie, c'est un appel formidable. Allez les voir, ces caves coopératives. Elles sont extraordinaires. C'est des architectes modernistes qui s'inspirent, qui sont de la même qualité que l'ordi. Ils travaillent pour eux, pour l'économie. Voilà. Un magasin d'entrepôt de notre famille à Terrasse. C'est devenu, si vous voulez, l'office de tourisme de la ville de Terrasse. Voilà. Vous en avez partout. Voilà. La musique, bien sûr. La culture, le palau de la musique catalane, qui est payée, non pas par l'État, mais par des gens privés. N'est-ce pas, hein, dont les familles sont toujours propriétaires. N'est-ce pas, aujourd'hui encore. Eh bien, ce palau de la musique catalane, c'était pour justement exalter, quelque part, encourager les gens à devenir musiciens, à faire de la musique, à écouter de la musique internationale. Si vous visitez ce palais, vous verrez comment est magnifiée la grande musique du monde entier, avec des statues de Mozart, de Beethoven, etc. Puis, allez écouter la musique dans le palau de la musique catalane. Franchement, si vous voulez, ça c'est une expérience formidable. Hein. Regardez, la Verrière, la Casa Bagnot de nouveau, et on pense, si vous voulez, aussi à soigner les gens. Un hôpital. C'est un banquier qui s'appelle Gilles, qui tout seul va payer l'hôpital. Il y a un hôpital qui est à côté des Ramblas, qui s'appelle l'hôpital de Santa Creu. C'est encore un très beau monument. Il y a la Bibliothèque nationale de Catalogne maintenant là. Cet hôpital est un hôpital médiéval qui est dépassé. Et donc Gilles va payer, sur les premiers auteurs des collines de Barcelone, cet hôpital qui restera en activité jusqu'à pas longtemps. Maintenant, vous pouvez le visiter, c'est extraordinaire. Et regardez, il prend en compte les théories de Pasteur, puisqu'on va séparer les pavillons. Vous voyez, l'ancien hôpital à Perpignan fonctionnait comme ça. Vous voyez, on séparait les pavillons, parce que Pasteur avait dit, si vous mettez tout le monde ensemble, maintenant, on sait de quoi il parlait, si vous mettez tout le monde ensemble, si un jour il y a une épidémie, tout le monde tombera malade. Hein, voilà. Donc on sépare ça, cet hôpital qui s'appelle l'hôpital Santa Pau, hein, voilà, qu'on peut visiter, allez-y là aussi. À côté, on a fait l'hôpital moderne maintenant, hein, donc dans ce secteur, plutôt là, de ce côté, vous avez l'hôpital moderne, l'hôpital de Santa Pau, hein, et tous ces bâtiments, petit à petit, sont restaurés pour même mettre à la disposition des visiteurs. Voilà. Évidemment, on a aussi les grands écrivains qui émergent. Et lui, c'est Jacinthe Bernalier, c'est un évêque. Il est évêque de Vic, et il va écrire l'épopée du peuple catalan dans un long poème qui s'appelle comment ? Canigou.
c'est pas par hasard. C'est parce que l'histoire de la Catalogne, la résistance contre les musulmans, avec les troupes de Charlemagne, s'est faite qu'à partir des montagnes et à partir du Canigou. Et vous savez d'où elle vient, la flamme? Chaque année, on la garde au Castillet, on la monte au Canigou, et la première fois, vous savez avec quoi on a allumé la flamme? Dans les années 50, avec une branche de laurier et une branche d'olivier pris dans le jardin de Jacinthe Verdaguer. Voilà. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Jacinthe Verdaguer donc, a écrit ce très long poème, vous voyez, Canigou, légende pyrénéenne du temps de la reconquête. C'est l'épopée du peuple catalan. Voilà. Alors, le grand poète, Joan Maragall, qui est le grand-père du Maragall, maire de Barcelone au moment des Jeux Olympiques. Hein, voilà. Et bien sûr, alors ça, c'est quelque chose qui est souvent méconnu, les fils de ces grands bourgeois, quand ils ont des dons artistiques, ils vont devenir aussi de très grands artistes. Et ils vont favoriser l'émergence d'artistes extraordinaires. Et ils le font dans un immeuble qu'ils ont commandé à un architecte moderniste, qui s'appelle Puig Cadafalch, on en reparlera, et qui vont appeler Squatregats. Ils sont peu, ils sont comme 4 chats, n'est-ce pas? Voilà. Et vous savez qui est-ce qui va émerger dans les Squatregats? Est-ce que celui que vous voyez là? Vous ne le reconnaissez pas? Et c'est Picasso. Voilà, c'est Picasso. Picasso, il a 16 ans. Picasso, sa mère est catalane, son père est andalou, son père est professeur de dessin, il a trouvé du travail à Barcelone. Picasso va rester, quand son père va partir aussi de Barcelone, il va rester encadré par ces gens-là. Voilà. Et il va faire des allers-retours entre Barcelone et Paris, et il va devenir le Picasso qui est. C'est pas par hasard, si vous voulez, s'il va être innovateur, quelque part, dans son art. Mais il y a aussi de très très grands urbanistes. Voilà. Celui-là, c'est un urbaniste. Hein? Il s'appelle Ildefons et il va inventer la Barcelone du 19e et même du début du 20e, celle qu'on appelle maintenant la Chambre. Vous voyez? Voilà Barcelone comme elle était. Évidemment, il y a beaucoup de bidonvilles, hein, tout ça, il faut loger les gens. Et voilà ce que va inventer Ildefons. Voilà. Ildefons, il va imaginer une ville traversée par des grands axes très très larges pour l'époque. Il n'y a pas de voiture à ce moment-là. Hein, il va appeler la méridiane, la diagonale et la parallèle, qui se rencontrent dans ce carré qui s'appelle la place de las Glorias Catalanes, les places des gloires de Catalogne. Voilà. Ça j'ai de long à l'époque du Franco, c'est revenu maintenant. Voilà. Et il va inventer ceci en s'appuyant sur la vieille ville. Voilà, ça c'est un schéma, et regardez ce que ça donne. Voilà. Il va mettre des pans coupés à chaque carrefour, ce qui évidemment donne des places partout. Vous voyez? Hein, donc quand vous vous promenez dans cette partie de Barcelone, hein, qui n'est pas la Barcelone du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, c'est la partie qui touche à l'ancienne ville, on va réserver 3 kilos pour faire la Sagrada Familia, vous la voyez là, et regardez comment Ildefons avait envisagé. D'abord, il y avait partout une cour. Maintenant, souvent, elles sont construites. Et à l'intérieur, il y avait toutes sortes si vous voulez, de classes sociales. Il y avait des garderies, il y avait des docteurs, il y avait des infirmiers, c'était des îlots qui étaient presque autosuffisants. L'évolution des choses a fait que ces îlots, maintenant, sont plutôt habités par des gens de classe moyenne haute à Barcelone. Hein, voilà. Voilà donc la Chambre de Barcelone. Un marché, le marché, ici vous en voyez un. Et vous voyez qu'à l'intérieur, maintenant, on a construit. Alors qu'avant, c'était des jardins, des cours. Voilà. Donc, tout ça évolue. Ces idées pénètrent dans la société catalane. Prat de la Ribe les théorise, je vous l'ai vu, et il va dire les forces de nos idées, le temps les mesurera. Voilà. Il est sur le temps long, ce fameux temps long en histoire, qui seul permet finalement de changer les choses. Hein. Pas changer quand on change du jour au lendemain, c'est toujours très compliqué. Voilà. C'est un petit peu ce que disent encore ceux qui étaient en prison il y a encore longtemps. Ils vont le théoriser dans
à une sorte de manifeste qui s'appelle les bases de Bandresa. Ils se réunissent à Bandresa, toutes options politiques confondues. Ils se réunissent pendant 6 mois et ils publient les bases de ce que doit être un nouvel État catalan autonome, pas forcément indépendant, et ils disent, si on est autonome, on va transformer l'Espagne. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Voilà, et bien, décidément. Et regardez, si vous voulez, comment de l'autre côté on voit la Catalogne. Alors ça aussi, c'est intéressant. Regardez ce qu'écrit, si vous voulez, à ce moment-là, un intellectuel castillan. L'infériorité de la race catalane. Voilà. Attention, à ce moment-là, en France, il y a les Goncourt qui disent la même chose. Hein. Les Goncourt, ils ont payé un prix, mais c'est une période qui est très racisée. Il y a des gens qui n'en sont pas sortis encore de nos jours. On n'en aura pas de nom, mais on peut imaginer. Vous voyez? Donc, si vous voulez, c'est une période où, comme l'Europe est en train de conquérir l'Afrique, etc., et bien on dit, voilà, il y a des races qui sont faites pour dominer, des autres qui sont faites pour recevoir des coups de pied, je pense. Voilà. Et là, les Catalans étaient faits pour les Castillans, pour recevoir des coups de pied, je pense. Infériorité, là, nous sommes quand même à la fin du XIXe siècle. Alors que Barcelone est une ville infiniment plus dynamique à elle toute seule que tout le reste de l'Espagne. Ouais. Voilà. Et donc, bien sûr, cette bourgeoisie, elle provoque aussi, évidemment, des mouvements sociaux. Et donc, c'est aussi une grande période de violence en Catalogne, de violence sociale pour la lutte pour les droits sociaux. Et tout ça avec la difficulté de les faire passer en étant acceptés dans l'État espagnol. Voilà. Hein. Alors, vous voyez, il y a des journaux comme ça qui montrent cette violence hein, d'une manière terrible. Et on aboutit, c'est une sorte, si vous voulez, de... Il y en a plein hein, de moments de violence à Barcelone à ce moment-là ou en Catalogne. Mais il y en a une qui est fondamentale, qu'on appelle la semaine tragique, qui est je dirais, un avant-goût de ce que va être la guerre civile. C'est en 1909. Alors, elle démarre par quelque chose, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec les problèmes des classes exploitées en Catalogne. Elle commence par le recrutement de l'armée espagnole pour aller combattre au Maroc. Vous savez que, comme ils ont perdu tous les États en Amérique, il y a une brillante idée, si vous voulez, qui émerge de la classe dirigeante espagnole. On va aller maintenant conquérir en Afrique et christianiser les Marocains. On fait pareil, ouais. Voilà, si vous voulez. Avec d'autres moyens financiers, probablement, parce que l'Espagne, à partir du moment où ils rentrent au Maroc, alors, la France a une responsabilité là-dedans, puisqu'ils leur disent, vous allez dans le Rif et au fond là-bas, très loin, dans le Sahara. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce que le Rif c'est compliqué, si vous voulez, et le Sahara c'est loin, hein, et il n'y a rien. Donc on va leur dire, on vous donne ces 2 morceaux, allez-y. Sauf que l'armée espagnole ne s'en sort pas. Et alors, il y a en permanence des jeunes recrues qui se font tuer. Et en particulier, on prend qui comme recrues? Les Basques, les Catalans, les Valenciens, etc. Souvenez-vous, c'était pareil à Cuba. Il y a une chanson, Almorabi. Vous connaissez cette chanson? La bannière. Mon grand-père est allé à Cuba, il est mort sur un bateau, etc. Hein, voilà. Donc, un beau jour, on apprend que 3 ou 4 000 jeunes recrues catalans se sont fait tuer dans le Rif. Commencent des émeutes à Barcelone pour empêcher d'autres de partir, de monter sur le bateau. Ça dégénère totalement. Voilà. Ça dégénère totalement. Comme on accuse les prêtres de favoriser le recrutement, bien sûr, ils voudraient qu'on christianise les Marocains un petit peu. Avec le recul, on s'aperçoit un peu de la monstruosité de ces choses-là. Voilà ce que ça donne, la semaine tragique, si vous voulez, à Barcelone. Voilà, il y a beaucoup de morts, hein, bien sûr. On brûle énormément d'églises et de couvents. Voilà, ceux qui auraient résisté, il fallait brûler au moment de la guerre civile. Voilà, vous voyez ici, cette photo de Barcelone en 1909. Et on va faire payer un homme. On va faire payer un homme. Il s'appelle Francisco Ferrer, Frances Ferrer. Qui est cet homme? Il n'a rien à voir avec cette histoire.
il est quelqu'un qui, inspiré par l'école laïque française et des théories de pédagogie moderne, veut faire une école en empêchant l'Église de s'occuper, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'autre école que des écoles religieuses en Espagne à ce moment-là. Et donc, il crée les premières écoles laïques, avec d'ailleurs des théories très intéressantes, c'est un peu freiné avant freiné. Frances Ferrer Guardia. Cet homme-là, évidemment, il est honni. Et on va profiter de la semaine tragique pour l'arrêter et le fusiller. Alors c'est quelque chose qui a une résonance terrible dans le monde. Beaucoup de villages des Pyrénées-Orientales ont une rue ou une place. Personne ne sait qui c'est, qui s'appelle Francisco Ferrer. À Estagel, où à ce moment-là, il était très à gauche, la place de l'église est débaptisée. Il s'appelle encore aujourd'hui Francisco Ferrer. Voilà. Il y a des manifestations très importantes en France pour essayer de sauver. Même le pape intervient, rien n'y fait, si vous voulez. Cet homme-là va être fusillé à Montjuïc. Ça vous montre un peu la différence d'état d'esprit qui existe à ce moment-là et qui ne va faire que s'amplifier dans le temps entre l'état d'esprit relativement répandu en Catalogne, pas par tout le monde, hein, bien sûr, et puis l'état d'esprit qu'il y a dans la Castille de cette époque-là. Manifestation à Paris pour Francisco Ferrer. Si vous voulez, Francisco, petit de l'intolérance, c'est un symbole pour les libres penseurs. Voilà. Dans cette espèce de désastre qu'est la semaine tragique, émerge la première Generalitat. Elle ne s'appellera pas la Generalitat, mais l'État espagnol concède quelque chose qui ressemble un peu à la Generalitat du Moyen-Âge, qu'on va appeler la Mancomunitat. C'est-à-dire la Catalogne regroupe les 4 provinces créées par l'Espagne. Et le premier président, c'est Enrique Prat de la Riba. Voilà. Alors la Mancomunitat va faire un très très bon travail. Voilà les 4 provinces qui sont unies, vous voyez. Et ils vont faire une œuvre surtout d'éducation et de culture. Une réforme éducative, etc. Vous voyez, hein, voilà, je passe un petit peu rapidement. Ils inventent l'enseignement technique qui n'existe pas en Castille, mais qui est essentiel pour développer l'industrie en Catalogne. Voilà. C'est eux qui installent les premiers trains dans la péninsule ibérique, et ils se soucient aussi de l'enseignement féminin. Vous voyez ici? Donc vous avez tout ça, et dans la foulée de ça, alors que l'Espagne est très germanophile, il ne faut pas l'oublier, l'Espagne ne participe pas à la Première Guerre mondiale, mais elle est très en faveur de l'Allemagne. Alors c'est facile à comprendre, si vous voulez. En Espagne, on n'accepte pas la loi sur la laïcité de 1905, hein, globalement. Et donc, si l'Allemagne peut liquider la France et remettre les choses comme elles étaient avant, ça serait très bien. Hein, voilà. Sauf qu'il y a quelques Catalans qui vont s'engager dans l'armée française, dans la Légion française, et qui vont combattre, si vous voulez, en particulier dans la Somme, parce qu'on leur a promis, la France, par l'intermédiaire d'un colonel perpignanais qui avait été blessé, leur a promis de les aider à s'émanciper si ils faisaient changer la germanophilie de l'Espagne en francophilie. Vous voyez? Voilà, ça ne se passera pas tout à fait comme ça, à la fin. Hein. Voilà. Et Joan-Daniel Besolov, qui est professeur de français ici, dans un lycée de Perpignan, a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La guerre des cocus. C'est-à-dire ces gens-là qui se sont engagés, certains sont morts, hein, très nombreux, ils ont un monument à Barcelone d'ailleurs. Et bien, à la fin de la guerre, la France a complètement ignoré les promesses qui avaient été faites. Voilà. Le deuxième président de la Mancomunitat, c'est quelqu'un qui me voit beaucoup. Il s'appelle Puig Catafalls. C'est lui qui a sauvé nos monuments romains. C'est lui qui est venu à Saint-Michel-de-Couchant, qui a fait venir les moines de Montserrat. C'est lui qui a convaincu Carcala de Dupont de sauver Saint-Martin-du-Canigou. C'est lui qui a théorisé, c'est le grand théoricien de la Roma. Puig Catafalls. C'est un architecte moderniste. Hein. À Barcelone, vous trouverez de nombreuses maisons construites par Puig Catafalls. Puig Catafalls ne dure pas beaucoup. Premier coup d'État en Franco, Primo de Rivera, n'est-ce pas? C'est une dictature hein, catastrophique d'ailleurs, entre 1923 et 1929. Le roi Alphonse XIII, le voilà à côté là, s'associe avec ceux
Primo de Rivera, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand Primo de Rivera va tomber, Alphonse XIII devra s'exiler. Hein? Voilà, donc ici, Primo de Rivera fait détruire tous les signes de la catalanité à Barcelone, et en particulier ces colonnes, elles existent de nouveau hein, à la place d'Espagne. Voilà, c'est quelqu'un qui est un espèce de jouisseur entouré de prostituées. Ben, si vous voulez une caricature, hein, c'est Primo de Rivera. Voilà, l'Espagne vit une période catastrophique sous Primo de Rivera. L'anarchisme se développe. Primo de Rivera fait exécuter les anarchistes par des hommes de même. Hein. Celui-là, qui s'appelle Salvador Seguí, qu'on appelle un Noy del Sucre. Il y a encore en France des cellules anarchistes qui s'appellent Salvador Seguí. Vous voyez, il a été exécuté par les hommes de même de Primo de Rivera. Un homme émerge de ça, c'est Francesc Macià, qui lui va tenter de reconquérir la Catalogne en passant par Trasmoyo avec une troupe hétéroclite. La gendarmerie française va l'arrêter. Nous sommes en 1926. Il avait prévu d'attaquer en disant dès qu'on va rentrer, tout le monde va s'enfuir, ce qui n'était peut-être pas faux. Il avait pensé créer des soulèvements un peu partout, mais la gendarmerie française l'a arrêté, l'a mis en prison 3 mois, il s'est exilé à Cuba. Et au moment de la République, il va revenir, ce sera le président de la Généralitat pendant la République. Il y a sa maison qui vient d'être achetée par un industriel barcelonais à Trasmoyo, qui est en train de devenir un musée à Francesc Macià. Voilà. Hein? Et ce sont des choses qu'on ne nous explique pas, là, c'est dommage, parce que cet homme-là, voilà. Donc, une exposition qui foire en 1929 à cause de l'état de l'Espagne, position de 1929. Voilà. Le fils de Primo de Rivera, lui, c'est autre chose. C'est José Antonio Primo de Rivera, et lui, il va créer la Phalange. Alors la Phalange, c'est quoi? Là aussi, Franco va liquider tous ces gens. La Phalange, c'est une inspiration de Mussolini, c'est-à-dire un socialisme national. D'ailleurs, la Phalange, c'est un nom qui a été donné, c'est la Junta Nacional Socialiste d'Espagne. Mussolini, nazi, national-socialisme. C'est le même état d'esprit. Voilà. Ils vont constituer une aile importante avec Franco. Franco va les faire liquider, si vous voulez, parce qu'il considère qu'ils sont trop socialistes. Voilà, la Phalange. Il va garder la Phalange, mais Primo de Rivera, tous ces gens-là vont être liquidés au début de la guerre civile. Soi-disant par des républicains, en fait, vraisemblablement par des gens de Franco. Voilà, il crée donc, c'est parti un peu comme un Mussolini, chemise noire, vous voyez, hein, etc. Le roi est avec. Des figures émergent à ce moment-là en Catalogne. Hein. Mais messieurs, ici vous avez Paul Bonfard qui va mourir à Prades, c'est le grand mérien, c'est un personnage extraordinaire. Et puis bien sûr Pau Casals. Pau Casals, c'est un musicien mondialement connu. Hein. Vous savez qu'il va partir de Catalogne avec un 39, même un peu avant, en disant qu'il ne remettrait jamais les pieds. Il va vivre à Prades un moment, et puis il va partir avec une dame d'ailleurs, qui était tombée amoureuse de lui à Porto Rico. Hein, voilà. C'est le grand musicien de son époque, voilà. Quand, avec la chute de Primo de Rivera, intervient quelque chose qui était imprévu totalement, des élections municipales se transforment en une sorte de référendum pour la République. Voilà, c'est des élections municipales. Toutes les villes en Espagne sont gagnées par des gens qui disent défendre la République. Le roi s'enfuit, Alphonse XIII s'enfuit, Primo de Rivera va partir, il va mourir à Paris très vite, et commence alors la seconde République espagnole. Voilà, il y avait une première République éphémère au XIXe siècle. Nous sommes en 1936, voilà. Ça, c'est l'image de la République, ce qu'ils appellent la Niña Bonita. Hein, voilà, avec le drapeau de la République. Et voilà. Francesc Macià, au balcon de la Généralitat, déclare l'État catalan au sein de la Fédération ibérique. Donc, vous voyez, il va aller vers une sorte de fédéralisme. Hein. Donc, ici, ça lui sera d'ailleurs beaucoup reproché, et même, ils trouveront devant eux les républicains de Madrid. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Hein. Donc,
page 8, là, c'est ces photos. Le gouvernement de la République de Catalogne, Francesc Macià meurt, est âgé, meurt très vite, et il sera remplacé par Luis Companys. Voilà, Luis Companys, qui sont du parti ERC, Esquerra Republicana de Catalogne, qui a regroupé les partis, pas indépendantistes à ce moment-là, républicains, si vous voulez. Hein. Et donc, c'est Luis Companys qui sera fusillé par Franco. Je vous explique. Commence cette période de la République espagnole avec des hauts et des bas. À un moment donné, Luis Companys est même emprisonné, parce qu'on le dit indépendantiste, emprisonné par les républicains de Madrid. Ces épisodes-là, il devait y avoir les Jeux Olympiques contestataires des Jeux Olympiques de Berlin. Vous savez que le 1936, c'est les Jeux Olympiques de Berlin, et donc il y avait un accord entre les partis progressistes européens pour refuser d'aller à Berlin et faire des Jeux Olympiques à Barcelone. Évidemment, le coup d'État de Franco va les empêcher, mais le stade était construit. Et c'est dans ce stade rénové qu'auront lieu les Jeux Olympiques de 92. Vous voyez hein, le stade, il existait, il a été rénové, bien sûr. Hein, voilà. Donc, le coup d'État de Franco, nous sommes au début de l'été 1936, hein, voilà, bon, ça je passe. Au début, vous savez, bon, peut-être deux mots, hein, je ne veux pas quand même le faire trop long, mais au début, si vous voulez, il devait y avoir, dans toute l'Espagne, toutes les casernes devaient se soulever. Et elles se sont soulevées. Sauf qu'à beaucoup d'endroits, la population a capturé les militaires et les a fusillés. C'est le cas à Barcelone. Et donc la guerre civile, ça a été une reconquête de ces régions qui n'avaient pas accepté le coup d'État par Franco. Voilà, c'est fini. Voilà, donc, voilà la reconquête, hein, vous voyez, les Barcelonais qui se sont soulevés contre le coup d'État, les émeutes à Barcelone, etc., tout ça, hein. Voilà. Alors des personnages qui sortent de là, lui c'est intéressant, il s'appelle Joseph Sunyol, c'est un grand industriel, il est président du Football Club Barcelone. Il se trouve dans une ville à côté de Madrid, il est arrêté, il n'a rien fait, il est fusillé, simplement parce qu'il est président du Football Club de Barcelone, Joseph Sunyol. Boruti, l'anarchiste, qui va aussi avoir un rôle important, André Onin, et alors là aussi, ça c'est intéressant. Parce que le Parti communiste en Catalogne va tout de suite être anti-stalinien. Il ne s'appelle pas le Parti communiste, il s'appelle le POUM, si vous voulez. Et il est trotskiste, crime de lèse-majesté, ce qui fait que les stalinistes qui interviennent beaucoup dans la guerre civile espagnole vont liquider le Parti communiste catalan. C'est expliqué. Le POUM, c'est expliqué dans ce livre de George Orwell, Hommage à la Catalogne. Orwell va en Espagne comme stalinien. Il en revient complètement persuadé que le stalinisme, c'est l'abomination de la désolation. N'est-ce pas? C'est le premier communiste qui a une critique radicale du stalinisme. George Orwell. Et il passe par Bagnols. Bien sûr, Orwell, voilà, ce livre est remarquable et on va avoir un film de Ken Loach sur ces épisodes-là, L'âme del Frigo, la terre et la liberté, les bombardements de Barcelone. Je passe la bataille de l'Èbre, vous savez, c'est la fin de la Catalogne, nous sommes en 39, hiver 38-39, hein, voilà. Le front républicain est coupé en deux. C'est évidemment la Catalogne qui va tomber la première, le reste, Madrid et Valence tomberont un peu plus tard. L'entrée des troupes de Franco, évidemment, la retirade, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Les plus grands photographes du monde sont venus. C'est la première fois où on a photographié pratiquement, si vous voulez, non pas l'événement, mais la souffrance des hommes pendant ces événements. N'est-ce pas? Capra, tous ces gens-là ont fait des reportages tout à fait novateurs qui ne se faisaient jamais avant. Hein. C'est pour ça que vous avez ces images qui expliquent tout là encore. Voilà. L'arrivée au camp. Bon, je passe, hein, vous, malheureusement, vous connaissez. Compagne lui, en passant par Moyas et l'Asias,
se réfugie en France. La France lui assure sa protection. Il a un fils handicapé, donc il va à la Baule faire soigner son fils. On lui conseille de partir aux États-Unis, il ne part pas, ou au Mexique. Il dit, je ne crains rien ici. Les Allemands arrivent en France, la Baule est dans la zone occupée par l'Allemagne, n'est-ce pas? Les Français vont le faire arrêter par les Allemands, et les Français le livrent à Franco. Voilà. Voilà, vous voyez, donc, c'est... et il est évidemment fusillé tout de suite à Montjuic. Voilà, c'est l'époque donc de Franco. Hein. Bon, là, on est dans une période déjà peut-être un peu plus connue. Hein. La répression pendant les premières années, les années 40-50, sont des années de très grande répression. Quand on parle de fascisme, il ne faut pas oublier qu'en Catalogne, il y en a eu beaucoup aussi. Hein. Celui-là, d'ailleurs, vous le connaissez. Il va devenir très célèbre. Ah, il ne dit rien, ça peut être... C'est Samaranch. Voilà, c'est Juan Antonio Samaranch. Et il a été chargé, si vous voulez, par la diplomatie espagnole, de redorer un petit peu l'image de l'Espagne en devenant le principal acteur de l'olympisme. Et c'est lui, évidemment, qui a fait en sorte que Barcelone ait les Jeux Olympiques. Si vous permettez, oui. Il a été le premier ambassadeur d'Espagne à l'Union soviétique. Oui, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Samaranch était un vrai franquiste quand même. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, il n'aurait pas fait ça. C'est intéressant cette image parce qu'il y a même de la résistance dans celui-là. Je ne sais pas qui c'est, bouge pas. Et même cette dame, elle semble le faire parce qu'il faut bien. Et, voilà. Les autres, ils sont contents. Voilà. Et les autres, ils sont contents. Les images sont très, très intéressantes. Et il va falloir les découvrir. Bon, la répression, l'interdiction du catalan, et les premières réactions avec la création de l'Assemblée qui joue un rôle important, l'Assemblée de Catalogne, qui joue un rôle très important maintenant. Si vous avez Jordi Pujol, qui a joué un rôle important, qui maintenant est accusé de corruption, et comme quoi on peut changer, et un fait va commencer, si vous voulez, la fin du régime franquiste aux yeux des autres Européens, ce qu'on appelle la cappuccinade. À un moment donné, des étudiants qui manifestent contre Franco sont poursuivis et se réfugient au couvent des Capucins de Barcelone. Les Capucins refusent de laisser rentrer et pour la première fois, le Monde écrit un article en disant ça suffit. Maintenant, Franco, ça suffit. Voilà, c'est pour la première fois. Franco, on avait dit, bon, profitez bien. Hein, voilà. Donc, des écrivains, Mercé Rueda, très très intéressant, Salvador Espriu, très grand poète, qui aurait dû avoir le prix Nobel. Franco et sa diplomatie ont tout fait pour s'y opposer. Hein, voilà. Et des gens condamnés, là, on arrive à notre génération, où on avait 20 ans, manifesté pour sauver ce garçon, hein, n'est-ce pas, tout gentil, qui n'avait pas fait grand-chose, et qui a été parmi les derniers garrottés de l'État espagnol. C'est-à-dire, on les a tués au carreau. Et voilà. Et donc, lui, avec un basque, il s'appelait Heinz Chess. C'est là que Luis Llach a fait une magnifique chanson qui s'appelle Campana de Zamora. Hein, voilà. Donc, Canadiur, bon, ça aussi, ça a été des mouvements. Et puis voilà, la nouvelle chanson, les générations, les baby boom, si vous voulez, hein, vont créer un mouvement qu'on appelle ça jusque dans les années 2010, hein, les années 2000, où il se produit quelque chose qui va expliquer tout ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là un gouvernement socialiste en Espagne, de Zapatero, qui négocie avec la Catalogne un nouveau statut. La Catalogne bénéficie petit à petit d'un statut d'autonomie intéressant. Si vous voulez, en particulier, donc, si la Catalogne a une police, même si elle a la police aussi nationale, elle s'occupe de la santé, de l'école, d'autres, si vous voulez, d'autres aspects de la vie sont gérés directement par le statut d'autonomie de la Catalogne. Sauf qu'en 2010, ils obtiennent un statut amélioré. Et tout le monde vote pour, y compris le Parlement espagnol. Le Parlement catalan vote pour, le Parlement espagnol vote pour. Donc tout va bien, on est toujours dans cet état d'esprit, nous allons influencer la politique espagnole et nous allons acquérir chaque fois de nouveaux, je dirais, de nouveaux avantages.
Sauf que le parti populaire, issu, si vous voulez, des franquistes, va attaquer ce statut au Conseil constitutionnel, constitué par des juges qui sont de la même idéologie qu'eux. Et ce Conseil constitutionnel va tomber ce statut. Voilà. Et donc à ce moment-là, il y a une partie des politiciens catalans, y compris ceux qui n'étaient absolument pas indépendantistes, qui disent si on ne peut pas obtenir par les urnes, quand on l'obtient, on nous l'enlève, il ne reste plus qu'une voie, la voie de l'indépendance. Voilà. Et en particulier, jusqu'en 2010, dans les élections, il devait y avoir 10% de gens, 15% de gens qui votaient pour l'indépendance. Et brusquement, il va y en avoir 40, 45 et maintenant 52. Voilà. Hein? Et donc 52 décidés, avec qui est complètement transversal dans la société. C'est-à-dire, ce n'est pas un parti. Vous avez un parti d'extrême gauche qui est pour l'indépendance, un parti du centre droit, voire de droite, qui est pour l'indépendance, et un parti de la gauche du centre qui est aussi pour l'indépendance. Ça traverse la société catalane. Et évidemment, il se heurte à une autre partie de la société catalane et à la société espagnole qui refuse évidemment cette situation. Vous vous souvenez, ils avaient proposé un référendum, ça y est, c'est reparti. Allez. Alors. Va arriver cette sorte de rejet, oui, de rejet de la solution d'État fédéral, ou en tout cas là vers un État fédéral, en disant voilà, et ce qu'on va faire, on va demander à la population catalane de se prononcer par référendum. Ce référendum est refusé, il sera quand même organisé, et si vous voulez, et il donnera lieu d'abord à des résultats qui sont importants hein, pour l'indépendance. Il sera évidemment refusé par l'État espagnol, mais accompagné d'une répression féroce sur les populations qui vont voter. Ça, c'est, je pense, une erreur fondamentale, puisque le référendum, il n'était pas, c'était pas obligatoire que l'Espagne avale le résultat du référendum. Bien sûr. Et donc, à ce moment-là, au lieu de chercher à dialoguer, le parti populaire, le parti de droite et d'extrême droite qui se crée à ce moment-là, qui s'appelle Vox, vont tout faire pour faire emprisonner et continuer à réprimer ceux qui ont organisé ce référendum. Voilà. Alors, c'est une répression qui va dans tous les sens, parce que maintenant, ils ont été indultos, ça ne veut pas dire qu'ils sont amnistiés, mais en particulier, on leur demande des comptes financiers. Vous voyez? Voilà. Et donc, là, avec ce système, s'est créé une forme de scission qui n'existait pas. La Catalogne est coupée en deux maintenant. C'est 22%, les autres... alors, dans les autres, il y a le Parti Socialiste qui ne vote pas pour l'indépendance, même si certains voudraient. Et puis, il y a tous ceux qui sont de droite ou d'extrême droite, très peu importants en Catalogne, mais qui existent. Voilà. Hein. Donc, on en est là. Et on en est là. Si vous voulez, vous avez des partis qui, eux, se sont créés à cette occasion, comme Podemos, mais qui, eux, sont plutôt pour l'État fédéral. Ici, c'est des... Bon, vous connaissez ces gens, si vous les voyez, Jean-Guy Sanchez, qui lui, il vient de sortir de prison, avec des gens comme Couchard, Jordi Couchard. Lui, alors ces gens-là, ce n'étaient même pas des politiques, c'était des dirigeants d'associations civiles, qui ont quand même aussi été envoyés à tôle. L'Institut Ramon Louis, évidemment, qui est un grand institut. Oui, alors, le rôle des Jeux Olympiques à Barcelone, évidemment, Barcelone devient une ville-monde à ce moment-là. Voilà, l'histoire du statut. Je passe ces fameuses manifestations, hein, peut-être certains d'entre vous y ont participé, ces très grandes manifestations qui, chaque 11 septembre, ont marqué les années 2014, 2015, 2016, etc. Voilà, donc le fameux référendum qui est là. Vous l'avez, voilà, ça c'est les municipalités, toutes celles qui ont voté pour l'indépendance. Barcelone, non. Hein. Voilà. Je passe, hein, vite. Donc le Parlement catalan, qui lui, chaque fois, a une majorité pour l'indépendance, avec Puigdemont, qui était président
président de la Generalitat. Et quand il y a le... Regardez cette image, un dit long. Voilà. C'est... voilà, le 1er octobre. La répression du 1er octobre, bien sûr, qui est... Voilà, les gens qui ont été votés le 1er octobre et qui ont été réprimés. Une espèce de retour donc à ce qu'avaient été... les réclamations à l'essence aussi, c'est intéressant. Réclamer de plus en plus fort en prison. Voilà. Donc ici, ça c'est ceux qui viennent de sortir maintenant. C'est intéressant parce que, vous avez cela motif, nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Vous savez, quand on méprise les gens, ou quand on les réprime, on en a pour 500 ans. Si vous voulez, dans l'histoire. Ça peut sonner aussi pour des fois ce qui s'est passé chez nous. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, regardez, donc, évidemment, ces histoires ont fait ressurgir au grand jour un fond d'Espagne franquiste que vous voyez là. Voilà. Se partira des territoires espagnols situés indépendantistes à la Putacaille, vous comprenez, donc, dehors, hein, voilà. La société catalane, quand même, est une société très dynamique, je crois. Voilà, et ça se dit. Parce que les Castells le montrent bien, hein, par exemple, entre autres. Hein. Société très dynamique. Hein. Cette photo, elle est magnifique. Hein. Voilà. Et, voilà. Pep Guardiola, qui est un des porte-parole, vous connaissez Pep Guardiola, c'est l'entraîneur, un des grands entraîneurs de foot actuel, qui est un peu le porte-parole de l'indépendantisme dans le monde aussi. Hein. Voilà, qui dit que, ben voilà, il ne faut pas oublier, il faut travailler tout le temps, hein, et que si on travaille, on est imparable. Voilà. Les réclamations, 2 images qui, je pense, en disent long. Voilà. Vous savez, parfois les caricaturistes, c'est pas la peine de parler, quoi. Je pense que c'est exactement ça. Vous voyez ? Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas de l'histoire, hein, c'est de l'actualité. Donc, l'histoire n'est pas là pour dire ce qui va se passer, au contraire, mais pour ce qui s'est passé. Là. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la société catalane est divisée en deux. Hein, il y a 52% qui votent pour l'indépendance. C'est une partie dynamique. Hein. Une autre partie, peut-être moins dynamique, mais présente, hein, qui est là, et qui ne sont hostiles. Parfois moyennement, parfois très très hostile. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est intéressant, il faut le suivre, parce que je vois que ça nous concerne. Tout ce qui, si vous voulez, fait appel, ou en tout cas interpelle la démocratie, doit nous concerner. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas dans une période où la démocratie va très bien. Et dans ce cas-là, je cite toujours une parole de Camus, qui m'avait marqué quand j'étais étudiant à Sarajevo. Il y avait un prof de philo qui aimait beaucoup Camus, et qui le faisait dire, et Camus disait, quand la démocratie est malade, c'est le fascisme qui vient à son chevet, et ce n'est pas pour lui demander des nouvelles. Voilà. Donc, je pense que ce qui se passe parfois dans le monde, comme ça, en Turquie, voire en France, aussi, bien sûr, il y a quand même, en ce moment, ce n'est pas un des moments les plus favorables pour la démocratie. Voilà, j'ai été long, excusez-moi. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop ennuyé quand même.